Bon, nous allons peut-être commencer, puisque notre temps est toujours, si j'ose dire, compté. On doit toujours terminer à 10h30. Donc, voilà. Nous sommes très heureux, donc Claude Landman, donc, qui est là aussi ce soir, et moi-même, d'accueillir à l'EPHEP Catherine Muller, que nous avons eu, Charles Mellman, Claude Landman, nos doyens, donc, et moi, le plaisir et l'intérêt de rencontrer dans ce cartel, en quelque façon, qui, à l'impulsion de Charles Mellman, avait voulu travailler à ce que l'œuvre de Freud entre au patrimoine mondial de l'humanité. Avec quelques autres, et non des moindres, qui sont attachés, Patrick Guillaumard, Julia Kristeva, Marilia Eisenstein, Bernard Chervé, Didier Hamon, Jacques Seda, et d'autres encore que je ne pourrais pas citer tous. Nombre d'entre nous y ont contribué naguère aussi financièrement. Même si l'aventure a tourné court. Certainement de notre fait, mais d'abord du fait de ce qu'est, disons, la conception du patrimoine de l'UNESCO, cette aventure nous a liés, je crois. Oui, ça c'est très certainement. Merci Catherine. On y a cru, en tout cas. Chère Catherine, diplômée en philosophie et en psychologie, vous êtes psychanalyste et membre associé de la Société de psychanalyse freudienne. Vous en avez été vice-présidente. Depuis 2001, vous assurez de nombreux séminaires, et notamment concernant la lecture de Freud et la lecture de Lacan, avec lequel vous avez fait une supervision. Vous vous occupez avec Patrick Guillaumard du collège de la SPF pour la transmission de la clinique psychanalytique. Et, outre des articles nombreux, vous êtes auteur de L'énigme, une passion freudienne, dont vous venez de me dire que elle était, si j'ose dire, épuisée, mais peut-être sera-t-elle rééditée. Un peu partiellement, Patrick Guillaumard m'a demandé de reprendre une grande partie de ce livre, et c'est devenu Freud et le transfert. Très bien. Donc, Freud et le transfert, donc, aux éditions Campagne Première. Aujourd'hui, nous allons parler de Freud et Napoléon, le complexe fraternel. Je vous rappelle qu'il a reçu l'année dernière le prix Oedipe Le Salon. Je vais en dire un mot avant que tu prennes la parole, que vous preniez la parole. C'est un très joli livre, si je peux oser ce mot. J'en ai aimé l'écriture, qui m'a rappelé cette question que posait volontiers Charles Mellman, y compris à l'ouverture de notre école, de l'EPHEP en 2010, avec Marie-Charlotte Cadeau, pour un séminaire qu'il avait consacré à ce moment-là, à cette question, donc, que serait une écriture féminine ? Les femmes tiennent une place éminente dans votre livre. Joséphine, avec Laetitia Amalia, mais aussi Teresa Tallien, Marie Walewska, Marie Bonaparte. Vous rappelez à ce propos cette phrase de Freud à Ferenczi, « Pour chacun de nous, le destin prend la forme d'une femme, entre parenthèses, ou de plusieurs. » Disons, en attendant plus, qu'elle, votre écriture, Catherine, m'a semblé en double cohérence avec le caractère passionnel de ces objets dans la dimension héroïque et dans la dimension romanesque. En cohérence plus précisément avec l'écriture de ces deux hommes qui font partie des objets de votre livre, hommes que vous découvrez précisément d'abord à travers leur propre écriture, et spécialement, bon, nous n'en parlerons peut-être pas ce soir, mais leur écriture épistolaire. Deux hommes cultivés, amoureux de l'écriture, peut-être de leur propre écriture. Vous renouvelez en psychanalyse, m'a-t-il semblé, quelque chose dont vous évoquez que Napoléon le lisait entre ses 10 et 14 ans à Brienne, les vies parallèles de Plutarque, ce genre particulier de l'historiographie. Vous le renouvelez donc en psychanalyse et en psychanalyste, c'est-à-dire en dessinant avec Freud et avec Lacan aussi les nœuds du complexe que Freud trace en écrivant de Napoléon à Thomas Mann, à Arnold Zweig. Ce mouvement, donc, incluant, comme vous le soulignez et l'interprétez aussi, incluant l'interprète dans son interprétation, un fragment d'auto-analyse de Freud. Donc. Avant de vous donner la parole, donc, chère Catherine, je présente Julien Alliot,
qui sera votre discutant avec moi. Il est psychanalyste de Lally, agrégé et docteur en littérature britannique, ancien élève de l'EPHEP également. Chère Catherine, à vous. Voilà, vous pourriez me poser cette question, mais comment peut-on faire se rencontrer deux êtres aussi dissemblables que Napoléon et Freud ? Eh bien, c'est Freud lui-même qui m'a mis sur la voie. Évidemment, j'ai fait le reste du chemin qui a été assez long. Le suspense, parce qu'il y a quelque chose comme cela, de cette rencontre inattendue, commence avec la lettre que Freud adresse à l'un de ses auteurs favoris, Thomas Mann, le 29 novembre 1936. Vous voyez tout de suite que cette lettre s'inscrit dans la grande histoire. 1936 est une année importante. C'est l'année de l'anniversaire des 80 ans de Freud, le 6 mai 1936. 3 ans auparavant, Hitler est chancelier du Reich. Freud s'obstine à rester à Vienne. Thomas Mann, l'écrivain prix Nobel de littérature, est revenu spécialement à Vienne pour cette occasion, ainsi que plus de 190 écrivains, artistes et scientifiques qui ont voulu rendre hommage à Freud dans ce climat délétère de haine. Il fut interdit à la presse, sous peine de confiscation, d'ébruiter cette manifestation de sympathie en Autriche. Après la célébration, Thomas Mann saisit l'occasion pour offrir à Freud le 3e épisode, Joseph en Égypte, de la tétralogie qu'il a intitulée Joseph et ses frères. La remarquable érudition et l'écriture magnifique de ce roman historique, inspiré du récit de Joseph et de ses frères de la Genèse, que vous trouvez dans la Genèse 37, en font certainement une œuvre maîtresse. Quelques mois après cette chaleureuse rencontre, Freud lui adresse une lettre du 29 novembre, donc de la même année. Et quel personnage active de façon aussi impérieuse l'intérêt de Freud après la lecture de la vie de Joseph en Égypte par Thomas Mann, la réponse peut sembler surprenante. Napoléon Ier. Pourquoi un tel rapprochement avec l'empereur des Français ? Voici ce qu'écrit Freud. Je me demande s'il n'existe pas dans l'histoire un homme pour qui la vie de Joseph a pu être un modèle mythique, de cette sorte que nous puissions deviner, je souligne ce terme, je le reprendrai à la fin de mon exposé, deviner le fantasme de Joseph comme étant derrière son portrait biographique complexe. Je pense que Napoléon Ier est cet homme. Et il poursuit avec une sagacité étonnante, un fil rouge faufilé dans la biographie de Napoléon, qui tient, selon lui, au prénom Joseph, celui du frère, aîné. Il était corse, dit-il, 2e fils d'une famille nombreuse. Son frère aîné s'appelait Joseph, et ce détail, étant donné que le hasard et la nécessité s'enchaînent toujours dans une vie humaine, marqua pour lui un destin. J'ai reproduit cette lettre dans mon livre, page 21, dans laquelle il prend soin de dire que cette construction interprétative, il ne la prend pas très au sérieux. Mais, ajoute-t-il, elle a pour moi un certain attrait, quelque chose comme un claquement de fouet pour l'ancien charretier, ce qui n'est quand même pas rien. Puis après une fulgurante concision, il va tresser ensemble les éléments biographiques de Napoléon, sa vie fantasmatique et le récit biblique de Joseph pour constituer ce qu'il va nommer le complexe de Joseph, de Napoléon, qui, selon lui, va donner un sens non seulement à l'expédition énigmatique d'Égypte, mais également à sa passion pour Joséphine, ainsi qu'au grand tournant de l'épopée napoléonienne jusqu'à la chute. Lorsque j'ai lu, voyez-vous, quand j'ai lu cette lettre, et relu des années après d'ailleurs, pour la première fois, le vieux charretier m'a donné l'impression de faire avec la plume ce que Bonaparte avait fait avec l'épée. Cette brillante interprétation qui zèbre
il faut bien le dire en un éclair, la personnalité complexe de Napoléon m'apparaissait beaucoup trop construite pour me lancer dans un long travail de documentation parce que je connaissais bien Freud, mais pas Napoléon. Or, il m'a fallu lire évidemment une partie de la correspondance. C'était deux grands épistoliers, Napoléon et Freud d'ailleurs, et surtout les historiens. Mais pour que je m'y intéresse, que je me lance dans ce travail, il a fallu les trébuchements de Freud l'interprète. Le premier trébuchement se trouve en bas de la lettre, dans une sorte d'aparté. Sa fille lui fait remarquer qu'il a déjà raconté cette histoire à Thomas Mann quand il est venu en mai. Alors, effectivement, Freud s'en souvient, il dit « Ah oui, mais je reconnais avoir oublié d'avoir déjà exposé cette interprétation de vive voix. » Il dit à Thomas Mann « Je m'en excuse, mais je vous l'envoie malgré tout. » Bon. Et c'est ce « je l'avais oublié » qui m'a déterminé à poursuivre. Il ne s'agit pas, je vous le dis tout de suite, d'une défaillance de sa mémoire qui était excellente. Je découvre qu'il s'agit bien d'un acte manqué et il en aura bien d'autres. Comme vous êtes un public intéressé par la psychanalyse, vous serez sensible au paragraphe que j'ai intitulé « L'interprète se trahit ». Se trahit au sens, si on prend le mot allemand, de verraten. Je ne connais pas l'allemand, mais je me suis quand même familiarisé avec certains mots de Freud. Ça veut dire à la fois se trahir et se révéler. Je découvrais les jours suivants un fait surprenant. La lettre à Thomas Mann laissait supposer, il l'écrivait, que l'interprétation qu'il lui adressait était sortie pour la première fois, tout armée de son crâne, qu'elle lui était venue à l'esprit de façon inédite, à la suite, comme il le dit, des riches échanges qu'ils avaient eus tous deux à Vienne. Or, il n'en était rien. Il l'avait déjà formulé 2 ans auparavant, toujours en novembre d'ailleurs, 1934, plus ou moins dans les mêmes termes, à son disciple et écrivain Arnold Zweig, réfugié en Palestine. Je rappelle que c'est à Arnold Zweig que Freud a confié, cette année-là, pour la première fois, en 1934, sous le sceau du secret, son projet sur Moïse. Arnold Zweig lui avait envoyé une pièce de théâtre, parce Arnold Zweig se trouvait près de Jaffa, et il a envoyé à Freud une pièce de théâtre intitulée Bonaparte à Jaffa, une violente diatribe contre Napoléon. Freud critiquera fortement cette pièce, c'est dans mon livre, et saisira l'occasion pour lui donner une explication analytique de Napoléon qu'il reprendra donc 2 ans plus tard dans sa lettre à Thomas Mann. Il écrit Arnold Zweig, « Au reste, ne vous ai-je pas déjà donné l'explication analytique de la fantastique expédition d'Égypte ?» Il avait déjà l'impression qu'il en avait déjà... En fait, il n'a jamais cessé d'y penser. Napoléon avait un grand complexe de Joseph. C'est le nom de son frère aîné et il lui a fallu épouser une femme qui s'appelait Joséphine. Son immense jalousie du frère aîné s'était transformée en amour brûlant et l'obsession, en amour brûlant pour son frère Joseph. Et l'obsession se transféra ensuite à sa femme. Incorrigible rêveur, dit Freud. Incorrigible rêveur qu'il était, il lui a fallu jouer le rôle de Joseph en Égypte et plus tard il s'occupa de pourvoir ses frères en Europe exactement comme s'il avait réussi sa campagne d'Égypte. Rien de surprenant, me direz-vous, à ce qu'un analyste accorde de l'importance à ces répétitions insistantes, à ces oublis, à des spoliations dont je parle dans ce livre, qui opèrent forcément un véritable coup de théâtre. Et dans ce cas, ils produisent un renversement en mettant l'interprète en position de devoir être interprété. Le trouble que Freud manifeste à l'égard de la figure récurrente de Joseph laisse présager qu'en regardant Napoléon à travers le prisme de Joseph, l'homme Freud révèle également les composantes de son destin personnel au regard de ce prénom légendaire. Freud avait d'ailleurs à plusieurs reprises souligné la place importante que le personnage de Joseph, déchiffreur des rêves, avait eue dans sa vie. Ainsi, cette performance
interprétative, créatrice d'un sens nouveau. Je peux dire que j'ai été invité, la seule psychanalyste jamais invitée à la Fondation Napoléon, il n'avait jamais entendu parler d'une interprétation de ce genre. C'est créateur, en effet, créatrice d'un sens nouveau, je montre qu'elle a été dictée à Freud par son propre rapport destinal à Joseph. Par cette implication de l'interprète, il est devenu possible de découvrir, plutôt que de simples coïncidences ou d'invraisemblables ressemblances entre Freud et Napoléon, d'étonnants parallélismes destinaux dans leur vie, de leur naissance jusqu'à leur mort, alors que tout sépare radicalement ces deux êtres d'exception. Je développe dans ce livre leur roman familial, expression de leurs fantasmes héroïques, et leurs éléments biographiques, tous deux nés étrangers, blessés dans l'enfance par un premier exil de la terre natale et dans la leur constellation familiale, un père humilié et réprouvé, une mère dont ils se veulent être le fils préféré, un fort complexe fraternel, enfin l'exil, sans retour, et leur attitude devant la mort. Le complexe fraternel dont je fais l'axe de mon ouvrage est resté vous vous en êtes peut-être rendu compte, dans la théorie analytique à l'ombre du complexe d'Oedipe. S'il n'a pas eu une place théorique majeure, il est cependant constamment évoqué par Freud dans ses cas cliniques et par Lacan, dans un superbe paragraphe de son article « Les complexes familiaux dans la formation de l'individu », entre autres, je cite ce moment-là, en 1936. Cet article de Lacan date aussi de 1936, coïncidence pourrait-on dire, dans lequel il nomme le complexe fraternel, je parle de Lacan, le complexe de l'intrusion. Le conflit fraternel, bon, je reprends dans différentes interventions, je reprends ces complexes familiaux que je trouve un article particulièrement intéressant de Lacan. Alors, le conflit fraternel est biblique. Le meurtre d'Abel, le cadet par Caïn, inscrit le fratricide au commencement de l'histoire de l'humanité, bien avant la fraternité. Freud, qui est clinicien, fait du fraternel un nœud conflictuel. Pour lui, la conflictualité est inhérente à la fratrie, dont les membres, dit-il, ne peuvent que se disputer la reconnaissance et l'amour de l'un des parents ou des deux. Il écrit « Il n'y a vraisemblablement pas de chambre d'enfant sans violent conflit entre ses habitants. » Il dit cela dans le chapitre 13 de l'introduction à la psychanalyse. Il écrit également « Le jeune enfant n'aime pas nécessairement ses frères et sœurs. » Scandale. Et généralement, souvent, il est patent qu'il ne les aime pas. Il ne fait pas de doute qu'il ait en eux des concurrents. Et on sait que cette attitude persiste souvent sans interruption de longues années durant, jusqu'à l'époque de la maturité et même plus tard encore. Bon. Il note que la menace de la concurrence est d'autant plus grande que l'écart d'âge est le plus resserré. Ce qui est exactement le cas de Napoléon vis-à-vis de son frère Joseph. Voici ce qu'il dit en ce qui concerne Napoléon, le cadet, donc, jaloux des prérogatives de l'aîné. Éliminer Joseph, prendre sa place, devenir lui-même Joseph ont dû être chez Napoléon, enfant, le sentiment moteur le plus fort. Évidemment, on revient à l'esprit cette formule dans la Genèse 25, l'aîné servira le cadet. Freud a deviné la haine initiale de Napoléon pour Joseph, le frère de 1 an et demi, son aîné, qui bénéficiait du droit d'aînesse, très important au XVIIIe siècle en Corse. Il l'a deviné, je dis, dans son transfert à Napoléon. Je dirai un mot tout à l'heure. La rivalité amoureuse qui s'est jouée lorsqu'ils étaient encore de jeunes gens, je l'ai découverte dans un vaudeville à Marseille entre les deux frères qui visitent la riche famille Clary et les deux filles à marier.
ils étaient pauvres à ce moment-là. Ils arrivaient assez pauvres, les frères Bonaparte et la famille Bonaparte. Donc la famille Clary était quand même tentante. Hein. Après sa victoire à Toulon, le jeune Bonaparte de 20 ans rejoint Joseph. Joseph avait déjà rencontré la jeune Désirée Clary. Et il avait décidé de lui demander sa main. Alors à ce moment-là, Joseph va là, et Bonaparte s'interpose, prend Désirée sur ses genoux et déclare qu'il en fera sa femme, que pour Joseph, mieux valait qu'il épouse la sœur aînée, qui était beaucoup moins jolie, mais qui lui conviendrait mieux. Alors Joseph, lui, n'y voit pas de difficulté, il épousera Julie sans se rebeller, et il aura pas mal d'argent, il sera assez satisfait de cela. Alors, je dirais que Désirée et le frère sont indissociablement liés dans le monde fantasmatique de Bonaparte, parce que la jeune fiancée prise à un frère doit être rendue à un frère dans son fantasme, qu'il exprime dans un merveilleux petit roman que Bonaparte l'écrit en parallèle avec son histoire réelle, je puis dire, avec Désirée. Il l'intitule Clisson et Eugénie. Alors Clisson, c'est lui, Eugénie, c'est Désirée. Et le héros est trahi. Donc le héros Bonaparte est trahi par un jeune homme qu'il a envoyé pendant qu'il était en train de se battre. Il a envoyé un jeune homme pour lui tenir compagnie à sa fiancée. Alors moyennant quoi il est trahi. Et qu'est-ce qui se passe pour le héros? Il meurt glorieusement. Bonaparte a toujours défié la mort. Je dirais qu'il se jetait dans la mêlée. C'est très intéressant ça, parce que ça je l'ai développé parce que ça m'intéresse forcément, c'est intéressant. Il porte d'abord, je l'ai souligné chez les Napoléoniens, ils n'en font pas cas, hein, ce qui est normal parce qu'ils ne sont pas psychanalystes. Mais ils portent le prénom, c'est-à-dire Napoléon, du premier fils de Laetitia, sa mère, mort 4 ans auparavant. Bon, et après le deuil non fait, je développe ça parce que je pense que c'est pas exagéré de dire qu'après le deuil non fait de son père, dont il n'a rien voulu savoir de la mort de son père, qu'il n'aimait pas, donc il voulait passer là-dessus, bien, pendant 10 ans, il a été hanté par des idées suicidaires. Et je dirais qu'il s'est guéri de ces idées suicidaires dans les batailles, en se jetant dans les batailles. Donc, pour Freud, il aborde le deuxième temps du complexe fraternel, quand la haine se retourne, dit-il, en amour. Alors, il y a des lettres dans les années Clary extraordinaires où Napoléon est déprimé, donc il pense au suicide, etc. Mais il envoie des lettres d'amour à Joseph. Il lui dit « Envoie-moi ton portrait, nos cœurs sont étroitement unis, le mien est entièrement à toi. » Et cela, Joseph, dit Freud, et c'est vrai, devient l'être qu'a le plus aimé Napoléon, qui était très nul et qui lui a causé beaucoup de soucis, et auquel il pardonnait tout. Bon, il lui adresse donc des déclarations d'amour dans ces années-là, et cela jusqu'à sa rencontre à Joséphine, la prénommée Joséphine. Alors ça va être une petite cour de récréation pour vous. Pourquoi Joséphine ? Dans la lettre à Thomas Mann, Freud est encore plus catégorique. Il dit « À peine Napoléon était-il devenu général, donc à 20 ans, qu'on lui suggère d'épouser une jeune veuve plus âgée que lui et possédant à la fois de l'influence et un rang. Il y a beaucoup à dire contre elle, dit Freud, mais s'il se décide à l'épouser, c'est probablement parce qu'elle s'appelle Joséphine. » Et il poursuit, sa passion amoureuse pour Joséphine de Beauharnais était compulsionnelle, due au prénom qu'elle portait. On pourrait dire une attraction signifiante. Et il ajoute, par la vertu de ce nom, il peut transférer, c'est important ce mot, sur elle une partie de son tendre attachement pour son frère aîné. Oui, on n'analyse pas un coup de foudre, hein, mais comme rien n'arrête Freud, il va en prendre le risque, faire le saut, et il tombe, et il rebondit. Freud fait porter l'amour fou de Napoléon pour cette femme sur le prénom Joseph. Ça peut paraître réducteur et brutal, mais heureusement,
il y a une fois encore un raté. Je découvre que Freud se trompe sur la réalité des faits. Coup de théâtre une fois encore. Première erreur. Lorsqu'il écrit, on lui suggère d'épouser une jeune veuve, oui, c'est Barras, bien sûr, mais c'est elle qui invite le jeune général avec insistance dans son petit hôtel particulier où elle le reçoit à peine vêtu. Notons que Freud se montre à l'égard de cette femme particulièrement partial, c'est ce que je dis moi, et extrêmement sévère. Bien au-delà alors ça c'est de mon interprétation, je dirais bien au-delà des services qu'elle pouvait apporter à son avancement, comme il le dit, Napoléon a désiré cette femme pour ce qu'elle est. Comme il a désiré cette femme pour ce qu'elle est, volage, menteuse, dépensière, de 6 ans son aînée, à la beauté prématurément abîmée, mais il l'aime ainsi, il écrit « Plus naïve, plus jeune, je l'eusse aimé moins ». Elle mentait presque toujours, mais avec esprit. Je dis, elle est une survivante de la Révolution, une rescapée de là où on ne revient jamais indemne. Elle n'a pas seulement été une révélation sensuelle pour l'amant inexpérimenté. Je dis, elle était généreuse et douce. Elle avait l'aisance corporelle et la grâce d'un être qui avait, comme l'écrivait Balzac, cette admirable entente du métier de femme. Et l'erreur de Freud est à son comble, alors là ça va vous amuser, lorsqu'il engage sa certitude en affirmant sa passion amoureuse pour Joséphine de Beauharnais était due au prénom qu'elle portait. Je découvre qu'elle ne s'appelait pas Joséphine, mais Rose de Beauharnais, lorsque Napoléon fit sa connaissance. Son prénom usuel est Rose, Rose de la Pagerie, puis Rose de Beauharnais, son nom d'épouse. Donc Freud se trompe. C'est Napoléon qui a choisi, le jour de son mariage express, je vous dis tout de suite, il l'avait à peine rencontré, qui se marie et après il part en Italie faire la guerre. Alors il a choisi de l'appeler Joseph. Mais j'ajoute, mais comme il ne pouvait aller jusqu'à dire à Joseph, son frère, « Toi seul, tu es le plaisir et le tourment de ma vie », ou bien « Mio dolce amor », un millier de baisers, mais ne m'en donne pas car il brûle mon sang, les lettres de Napoléon à Joséphine sont extraordinaires, des lettres d'amoureux extraordinaires. Napoléon a inventé une féminine désinence, Joséphine. Freud ne savait pas que c'était Napoléon qui avait fait cette création signifiante en la prénommant Joséphine. J'ajoute que c'est donc dans la zone d'un savoir qui ne se sait pas que l'intelligence inconsciente, ça c'est un terme de Freud qu'il a utilisé, que je reprends, a travaillé à produire une nomination qui est un vecteur signifiant du désir. Ce qui donne un tout autre tour à l'interprétation qui pouvait paraître trop pleine de sens. En se trompant, en visant à côté, l'interprétation freudienne finalement tombe juste pour produire cet effet de vérité stupéfiant. Confirmant la belle formule de Jacques Lacan, l'interprétation n'est pas mise à l'épreuve d'une vérité qui se trancherait par oui ou par non, elle déchaîne la vérité comme telle. Alors, vous voyez, c'est assez amusant parce que Freud, qui avait été passionnément amoureux durant les longues 4 années de fiançailles de Martha, comme vous l'avez cité, pour chacun de nous, le destin prend la forme d'une femme, disait-il, ou de plusieurs. Napoléon avait offert une bague à Joséphine, il n'était pas très riche, alors très simple, un anneau en or, qui a été mis en vente récemment, orné d'un diamant et d'un saphir disposés en toi et moi. La légende veut que Napoléon ait fait graver à l'intérieur de l'anneau « Au destin ». Si ce n'est pas vrai, c'est tout à fait vraisemblable, compte tenu de son attachement superstitieux à ce mot « destin », auquel il a accordé une telle importance dans sa vie. Freud aura fait de Joséphine le destin de Napoléon et de sa rupture avec elle la cause de sa chute, et ça tombe juste, on ne peut pas contester ça. L'intelligence seule n'aurait pas suffi à produire cet effet de sens poétique qui oriente une vie. Freud
L'interprète vigoureux qui trace à la serpe son interprétation, je dis, et je le reprendrai à la fin de cette conférence, est un poète, un être délicat, un incorrigible rêveur avant d'être l'interprète. Qui mieux que lui pouvait deviner le sens de la fantastique expédition d'Égypte de celui qu'il a qualifié d'incorrigible rêveur? Cette campagne d'Égypte, la plus folle de l'histoire de France, écrira Jean Tullard, est restée en partie énigmatique pour les historiens. C'est la première fois qu'une expédition guerrière, initiée en plein été, au mépris des conditions climatiques du pays, emmène avec elle autant de savants de renom qui ont tous le sentiment de s'engager dans une entreprise unique pour accomplir de grandes choses. Le travail qu'accompliront ces élites sera prodigieux. Ce qui aura été perdu par le sable aura été gagné par l'esprit. Ça, c'est un aphorisme de Napoléon qui tombe juste en l'occasion. L'inventeur de la psychanalyse avait reconnu l'importance qu'avait eue pour lui-même la figure de Joseph dans son œuvre majeure, l'interprétation des rêves, qu'il avait d'abord intitulé le livre égyptien des rêves. L'Égypte des pharaons revient sur la scène à ce moment-là, à la fin de sa vie, dans ce temps où il écrit l'homme Moïse, le prophète juif, dont il fait un Égyptien. Napoléon avait relu l'histoire biblique de Joseph et des autres histoires bibliques pendant la traversée à bord du navire l'Orient qui le menait en Égypte. Et il reconnaîtra que ce moment passé en Orient, en partie désastreux, aurait été le plus beau moment de sa vie, car, disait-il, il en a été le plus idéal. Je vais vous rappeler, parce que je pense que certains d'entre vous ne connaissent pas, mais très rapidement, de façon concise quand même, les éléments majeurs de ce récit biblique de la Genèse, qui est assez magnifique d'ailleurs. Joseph n'était pas l'aîné de la fratrie, mais il était le fils préféré de son père Jacob, car il l'avait eu dans sa vieillesse et avec la femme qu'il aimait. Le signe évident, je vous rappelle ça parce que la fin de l'union entre Freud et Napoléon, Freud reprend cette histoire pour justement, je vous découvre un peu les cartes, pour mettre Napoléon avec lui dans la fosse. Alors je continue, le signe évident de cette préférence paternelle s'était concrétisé par le don d'une tunique qu'avait fait le père à Joseph, d'une tunique d'apparat qui déchaîna l'hostilité des frères jaloux. D'autant plus que ce jeune frère ambitieux les défiait joyeusement en faisant le récit de ses rêves prophétiques dans lesquels, par exemple, je vous en cite un, il rêve qu'il rassemble des gerbes de blé, il rassemble sa gerbe qui se dresse alors que les autres gerbes de ses frères s'inclinent devant sa gerbe. Enfin, les autres tombent fous, complètement fous. Et donc, il décide de le tuer. Et finalement, il est jeté dans une citerne et vendu à des étrangers de passage. Après de nombreuses tribulations passionnantes, Joseph occupe une place éminente en Égypte grâce à l'interprétation qu'il a faite des rêves de Pharaon. Et il y a un arrêt sur image parce que pour Freud, il ne continuera pas l'histoire là, parce qu'à la fin, Joseph sauvera son vieux père et ses frères et il les comblera de ses bienfaits. Mais Freud s'arrête, c'est un arrêt pour Freud sur la fosse. L'Égypte, c'est le lieu de l'accomplissement du rêve pour Freud comme pour Napoléon. Freud le rêveur va interpréter la campagne d'Égypte, je dis, de Napoléon avec les yeux de Joseph. Je vais passer à ce qui m'a le plus ému en l'écrivant, c'est-à-dire à la chute et à l'exil. Freud écrit « Ensuite, il devient infidèle à son mythe ». C'est une expression unique, très intéressante de Freud. Et se laisse entraîner par des considérations réalistes à répudier sa Joséphine bien-aimée. De cet acte date son déclin. Ici, j'ai développé ça, l'infidèle à son mythe. Le mythe associe à la fois le roman familial, l'histoire singulière et l'histoire biblique universelle.
En répudiant Joséphine, Napoléon, je le dis, s'est répudié lui-même. La guerre d'Espagne en est une illustration. Je cite à nouveau Freud, « Le grand destructeur travaille dès lors à sa propre destruction. C'est comme l'autopunition de son infidélité envers Joséphine, du retour de son amour vers l'hostilité originaire à l'égard de Joseph. En répudiant Joséphine se déchaînent les forces pulsionnelles destructrices qui étaient en quelque sorte, je dirais, contenues dans l'amour pour cette femme. Cette femme que j'ai appelée la femme île, alors par condensation entre l'insulaire et le frère. Napoléon est obsédé, elle est infertile, il ne peut pas avoir d'enfant et il veut un héritier. Il divorce contre lui-même et épouse la fille de l'empereur d'Autriche. Il change de famille. Et là, ça m'a intéressé, je crois que personne n'en a parlé en ces termes. Il est passé de la famille, de sa famille, de Buonaparte, de sa famille à la famille des empereurs. Il appelait ses empereurs ses frères. Il s'est bien trompé, parce que ses frères avaient une haine pour la France révolutionnaire. Et donc il y a eu une coalition sur coalition, et en fait c'est sa chute qui est arrivée. Et puis il a renoncé à son nom. Il ne voulait plus s'appeler Bonaparte, il s'appelait que Napoléon. Donc là, il y a eu quelque chose d'énorme, je dirais. Ironie du destin, Marie-Louise, donc la fille de l'empereur d'Autriche, lui donnera le fils attendu, qui mourra à 21 ans, ce pauvre Napoléon II, sans descendance. Et c'est le petit-fils de Joséphine qui prendra la relève sous le nom de Napoléon III. L'empereur déchu expira cette alliance. Il dira à Sainte-Hélène cette faute impardonnable. Sans jamais se plaindre durant ces 6 années sur l'île de Sainte-Hélène perdue au milieu de l'Atlantique Sud. Il avait anticipé sa perte. Peut-être même avait-il aspiré à sa perte, comme il était prêt à payer le prix de ses erreurs, dont il prendra l'entière responsabilité. Je le cite, « Personne que moi n'est cause de ma chute, j'ai été mon principal ennemi, l'artisan de mes malheurs. » Celui qui a trouvé la guerre dans son berceau, c'est ce qu'il dit, et c'était vrai en Corse, s'est abîmé dans l'excès, il le reconnaît avoir trop aimé la guerre. Il sait qu'il s'est engagé dans sa chute en 1813, c'est très intéressant pour nous, analystes. Je voyais clairement arriver l'heure décisive. L'étoile pâlissait, je sentais les rênes m'échapper et je n'y pouvais rien. Une force obscure, incoercible, poussait tellement proche, je dis, de la position du héros tragique de la pièce de Sophocle, Oedipe roi, dont Freud fera une tragédie du destin. Le peintre Jean-Léon Gérôme réalise 46 ans après la mort de Napoléon, à la fin du Second Empire, une toile relative à la campagne d'Égypte. Bonaparte, on voit un tout petit Bonaparte devant le Sphinx. Il expose au salon de 1886 cette toile sous l'intitulé Oedipe. Alors il y a un autre homme célèbre qui a été représenté en Oedipe devant le Sphinx ou devant la Sphinge. C'est Freud. C'est Freud, je ne veux pas vous raconter cette histoire, mais ses élèves, à l'âge de quand il a 70 ans, lui offrent une médaille avec la Sphinge, lui devant la Sphinge. Et moi, quand je suis allé en Autriche pour déambuler dans l'université de Vienne où il y a le buste de Freud, et bien, il y avait le billet de 50 shillings qui se passait de main en main à ce moment-là, les Autrichiens, avant l'euro, et c'était Freud devant le Sphinx. Bon, alors vous savez que Freud reconnaissait avoir ressenti le besoin impérieux de comprendre un peu les énigmes de ce monde et peut-être même de contribuer un peu à leur solution. Et donc l'identification de Freud à Oedipe fait du héros de Sophocle son alter ego. Sur son buste, selon son souhait, a été gravé en lettres grecques son vers favori, je dirais le vers favori du Coryphée à
à la fin de la pièce de la tragédie de Sophocle Oedipe-Roi, qui savait les énigmes fameuses et fut un homme de très grand pouvoir. N'a pas été ajoutée la suite de ce vers. Dans quel tourbillon de malheur horrible il est tombé. Lorsque j'ai commencé, je vous disais ce qui pouvait paraître surprenant de voir surgir Napoléon à l'esprit de Freud. En fait, Freud, capté par la force irrésistible de cette histoire de Joseph, comme un arrêt sur image, entraîne avec lui Napoléon. Personnage historique, tangible, qui, contrairement à Moïse, lui permet d'écrire une sorte de mini-essai historique en 4 pages, là. La preuve étonnante du fait qu'il associe Napoléon à l'histoire légendaire de Joseph tombe à la fin de son interprétation, que vous trouvez dans la lettre, de façon inattendue et surprenante. Voilà ce que dit Freud. Contrairement aux intentions de Napoléon, le destin. Il n'a pas peur de ce mot, Freud. Mais ce n'est pas tout à fait le même sens que ça prend. C'est un destin signifiant, mais pas le destin mystique ou astrologique, j'en sais rien, de Napoléon. Le destin a reproduit une autre partie de l'histoire de Joseph. Le rêve de Joseph dans lequel le soleil, la lune et les étoiles s'inclinent devant lui, c'est-à-dire ses frères, avait eu pour résultat de le faire jeter dans la fosse. Cette interprétation de Freud de Napoléon date de 1936, au moment où l'histoire prend un tournant tragique qui prépare l'Holocauste du peuple juif. Dans la dernière partie de son Moïse qu'il retravaille à Londres, il s'adresse aux Juifs à travers la légende de Joseph. J'ai retrouvé ça dans le Moïse. Il écrit « Quand on est le favori déclaré du Père redouté, il n'y a pas à s'étonner de la jalousie des frères et sœurs, et la légende juive de Joseph et de ses frères montre à quoi cette jalousie peut conduire. » Joseph, pour lui, incarne, pour Freud, là, à ce moment-là, la position du juif présumé fils favori du père que les frères nations veulent tuer. De même que la coalition des empereurs européens, que Napoléon appelait ses frères, cette coalition a voulu la mort de Napoléon qui redeviendra, une fois dans la fosse, l'ogre corse ou le bandit italo-corse ou l'étranger perfide. Comme par hasard, au début de cette même année 36, dans sa lettre à Romain Rolland intitulée « Un trouble de mémoire sur l'Acropole », magnifique texte, Freud ne craint pas de faire un rapprochement entre lui et Napoléon le jour de son couronnement. Il le dit, j'aurais pu dire, comme Napoléon le jour de son couronnement, j'aurais pu dire à mon frère Alexandre, que dirait monsieur notre père s'il nous voyait ? Se retrouver sur l'Acropole, dominé par la déesse Athéna, représente pour Freud le couronnement de ses efforts intellectuels et il se fait, à ce moment-là, l'effet d'un héros ayant accompli d'incroyables prouesses. Figurez-vous, je vous dis ça en avant-première, que dans une lettre à Marie Bonaparte, que j'ai trouvée en lisant les 900 pages de cette correspondance entre Freud et Marie Bonaparte, elle lui parle de Charcot et il lui dit « Charcot, figurez-vous, m'a toujours rappelé Napoléon, je l'ai souvent dit autour de moi. » Cette impression était peut-être, dit Freud dans cette lettre, que la conséquence de mon transfert. Alors là, je ne croyais pas trouver ça. La fin des deux héros est tragique. Les héros ont perdu la guerre et se retrouvent en exil sur l'île anglaise, l'un et l'autre. Certes, la différence est grande. L'un est accueilli glorieusement par les Anglais. L'autre en est le prisonnier humilié. Mais l'expulsion produit l'irreprésentable pour les deux. Freud, pour la première fois à Londres, confie ce qui était inimaginable de dire avant l'exil. Il dit ça à Ettington. Au sentiment de triomphe que m'inspira ma libération se mêle trop de tristesse, car je n'ai jamais cessé d'aimer la prison dont j'ai été libéré. Il parle de Vienne, Vienne qu'il honnissait, cette blessure pour l'âme, disait-il. Et c'est encore à Londres, à Ferdinand de Saussure, le 11 juin 38, qu'il dit « L'émigrant ressent de façon douloureuse la perte de la langue dans laquelle il a vécu et pensé. »
Freud, en conclusion, je dirais, de cette boucle destinale, qui est presque une bande de Möbius, un trait d'union historique, surgit entre Freud et l'illustre général, la princesse du destin, je l'appelle ainsi, Marie Bonaparte, celle qui se revendiquait la dernière Bonaparte, nous en offre une étonnante incarnation. Elle a 43 ans lorsqu'elle sort du bureau de consultation du 19 Bergasse à Vienne, le 30 septembre 1925, Herr Professor en a 69, il n'attend plus rien de bon de la vie après ses deuils successifs et le début de ses interventions douloureuses sur son cancer. Princesse, c'est ainsi qu'il aimait l'appeler en souvenir du temps révolu où, jeune amoureux transi, il appelait sa femme, sa femme, j'ai perdu, excusez-moi, c'est pas grave, mais il l'appelait ma princesse. Alors, je vais essayer de retrouver, voilà, très bien. Princesse, c'est ainsi qu'il aimait l'appeler en souvenir donc du temps révolu, disais-je, où il appelait Martha sa princesse. Ce fut pour l'un comme pour l'autre une merveilleuse rencontre, romanesque. Marie Bonaparte a adouci la vie de Freud en le comblant de ce qui le met le plus, les cigares et les œuvres d'art antique. Elle lui donna également son médecin, Max Schur, qui l'accompagnera jusqu'au son dernier souffle. Freud, lui, apaisera ses souffrances de princesse mal aimée et élargira sa vie en l'ouvrant à l'inconscient. Il n'est pas excessif de dire qu'ils se sont sauvés la vie l'un l'autre. Elle a fait intervenir ses plus hautes relations internationales et payé la rançon demandée par les nazis pour permettre à Freud et son entourage, 14 personnes à l'époque, de quitter Vienne aussi tardivement. Elle a essayé après de sauver les 4 sœurs de Freud, elle n'y est pas arrivée. Elle a fait jouer Léon Blum. C'était trop tard. Donc en commençant, c'est-à-dire elles ont péri, brûlées à Auschwitz, assassinées. En commençant cet exposé, je vous ai proposé une interprétation de Freud en jouant sur l'équivocité du deux à double signification, une interprétation faite par Freud et une interprétation qui interprète Freud à travers son propre complexe de Joseph qui le trouble et dont ses oublis, ses répétitions, ses actes manqués et ses erreurs en sont les criantes manifestations. Nous pourrions dire, enfin je vais jusqu'à dire que l'interprétation, donc venant de l'inconscient, elle-même aura deviné le fantasme de Joseph, de Napoléon et de Freud. Voilà. Alors la phrase de Freud que je vous ai citée tout à l'heure au début de mon exposé, de sorte que nous puissions deviner le fantasme de Joseph, je voudrais quand même dire quelques mots de ce deviner parce que le désir inconscient est le défi que Freud s'est assigné. Ce mot « deviner » erraten en allemand traverse toute son œuvre. Dans mon livre « Freud et le transfert », je reprends, et il y a 25 ans de cela, cet impératif incompréhensible de Freud. Bien sûr, dit-il, dans le cas d'Aura, il dit « Ah oui, les formations de l'inconscient, le rêve, tout ça, ça s'interprète, c'est facile. » Le transfert, par contre, doit être deviné. Et ça, il n'a jamais dit que le transfert devait être interprété. Jamais. Ce deviner maltraité par les psychanalystes, il suffisait de faire confiance à Freud. Freud était un homme... On ne pouvait pas penser que c'était une simple devinette ou un acte aléatoire. Freud était un homme de culture. Il connaissait l'équivalence dans les civilisations anciennes entre le deviner et le savoir lire. Et puis, il n'est pas nécessaire de comprendre les paroles. Moi, je ne comprenais pas les paroles. J'avais acheté toute la collection de Freud en allemand, en poche et en non-poche. Mais je m'intéressais parce que tout était traduit. À l'époque, avant les puffs, le deviner était toujours traduit par interprété, y compris dans le dictionnaire de psychanalyse, La Planche et Pontalis. Et ça m'agaçait.
qu'on trahisse Freud, ça m'était insupportable. Donc, je me suis bien... Maintenant, ils ont traduit deviner par deviner dans les PUF. Donc, cet erraton est très intéressant parce qu'il entraîne d'autres mots dans son lignage. Et l'énigme, Rätsel, mais aussi verraten, révéler, etc. Alors, pour deviner, le scientifique, dis-je, le seul n'aurait pas suffi, il fallait le poète. Alors que Freud se lance dans l'écriture de son Moïse, dont il n'existe aucune preuve tangible de l'existence, il écrit à Arnold Zweig. C'est le 12 mai 1934, j'aime beaucoup cette phrase de Freud. Nous touchons là à la liberté du poète. En face de la réalité historique, là où dans l'histoire et la biographie s'ouvre une lacune irrémédiable qu'on trouve dans chacun d'entre nous, d'ailleurs dans notre histoire, le poète peut entrer et tenter de deviner comment les choses se sont passées. Que ces échanges épistolaires relatifs à Napoléon se situent essentiellement entre 1934 et 1936 ne sont pas adressés à des psychanalystes, mais à des écrivains, laissent présager qu'il s'agit plutôt d'une inspiration dictée par un intérêt secret, intime, qui lui est personnellement attaché. À maintes reprises, Freud a tenu les poètes pour seuls aptes à saisir les inspirations, disait-il, qui surgissent entre ciel et terre. Il n'est donc pas surprenant que ce soit à ces devins de l'âme qu'il ait réservé ce moment que je vous ai fait partager, j'espère, pas de façon pas trop désagréable, de liberté interprétative. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, chère Catherine. J'ai beaucoup apprécié la rapide reprise des éléments majeurs du parcours que tu fais dans ton livre. De mon côté, j'aurais aimé mettre en évidence essentiellement, je vais essayer d'être un peu brève, les trois opérateurs que tu associes, que Freud a inventés à différents moments donc de son parcours lui aussi, et que tu associes donc dans ta lecture. Un dont tu as parlé assez précisément, donc je ne vais pas revenir dessus, le roman familial, la notion de roman familial. Deuxièmement, évidemment, ce qui est au centre de ton livre, le complexe. Complexe, oui. Tu dis parfois complexe fraternel, parfois complexe de Joseph. Bon, peut-être faudrait-il revenir dessus. Mm-hmm. Et puis, un autre point que tu as évoqué de façon, disons, plus cursive, là, l'importance du... Alors, tu dis non, du signifiant. Je vais revenir un petit peu là-dessus. Donc, ces trois opérateurs-là qui te permettent, en fait, de construire l'ensemble de ton investigation passionnante. Je vais plus insister sur ce que tu appelles avec Freud, donc évidemment, dans la suite de la lettre de Freud à Thomas Mann, le complexe fraternel et son arrière-plan que tu as redit, en fait, enraciné dans l'Ancien Testament, centralement, donc l'histoire de Joseph, préféré de son père Jacob, et contre qui ses frères complotent pour le tuer. J'ai été particulièrement intéressée par la précision avec laquelle, je te tutoie là, hein, tu fais la délinéation, donc, des composantes les plus féroces de la rivalité et de la jalousie, de l'hostilité primaire. Donc, tu poses le frère comme, je te cite, hein, le frère comme modèle archaïque du moi, et tu nous renvoies en filigrane, donc au stade du miroir de Lacan, hein, et à ce que tu as aussi dit tout à l'heure,
aux reprises successives que Lacan a faites depuis les complexes familiaux dans la formation de l'individu, du complexe de l'intrusion, et puis, je ne sais plus si tu le cites, de ce fameux passage du livre 1 des Confessions de Saint-Augustin. Oui. J'ai vu et j'ai fait l'expérience de Zelantem parvulum, la jalousie d'un tout petit. Ne parlant pas encore, il regardait, tout le monde connaît bien cela, il regardait tout pâle la mère spectacle de son frère de lait. Con lacteum sum. Donc, tu as bien repris tout à l'heure, à propos de Bonaparte, le cadet qui supplante l'aîné. Freud écrit « éliminer Joseph, prendre sa place, devenir lui-même Joseph », et tu poursuis dans la rivalité infantile. L'enjeu était l'amour maternel, plus tard c'est celui d'une jeune femme qui se trouve s'appeler Désirée. Tu montres bien l'ambivalence de cette hostilité primaire avec la coexistence donc de l'agressivité et de l'amour. Et tu soulignes, c'est les points qui moi m'ont vraiment capté, cet amour total adressé à Joseph que tu donnes à lire dans une lettre que tu as retrouvée, donc assez saisissante. Il écrit à Joseph, alors même qu'il est question du portrait de Désirée Clary, oui. Il écrit à Joseph « Envoie-moi ton portrait. Nous avons vécu tant d'années ensemble si étroitement unis que nos cœurs se sont confondus. Tu sais mieux que personne combien le mien est entièrement à toi. » Et tu éclaires ça donc d'un passage de l'interprétation des rêves de Freud, bien sûr, de sa propre expérience. Tu cites « Un ami intime et un ennemi haï ont toujours été pour moi des exigences requises par ma vie de sentiment. Il n'est pas rare que mon idéal d'enfance se soit réalisé au point qu'ami et ennemi aient coïncidé dans la même personne. » La valeur, tu parles aussi donc du retournement de cette ambivalence. Tu vois ce retournement donc dans un sentiment de culpabilité. Tu dis, dans ce premier mouvement, Napoléon a pris la place de Joseph auprès de Désirée Clary, tu as réévoqué cet épisode, mais il y a toujours chez lui un second mouvement dicté par la culpabilité inconsciente d'avoir usurpé la place de Joseph. Ce sentiment de culpabilité, à ton sens, manifeste dans l'impuissance à conserver l'objet désiré et désiré eux, qu'il a remporté. Il a ravi la femme que Joseph avait choisie pour ne pas la garder. Et ce que j'ai trouvé pleinement original aussi, donc à partir de là dans ton travail, c'est comment tu cernes le mode de relation à l'objet qui serait, d'après ce que tu lis, celui de Napoléon Bonaparte. Même si tu as écrit, je le disais de nouveau tout à l'heure, on n'analyse pas un coup de foudre, tu mets en évidence, dans sa passion amoureuse, les points d'imaginaire qui font pour lui de Joséphine une représentante de l'objet petit a, cause du désir, dans une double valeur, une dimension narcissique, comme lui, elle est une insulaire, une famille qui a gardé l'accent, l'identifiant comme venue d'ailleurs, et d'autre part, la relation avec la mère, comme sa mère, elle est une veuve en charge d'enfants. Cet attachement total donc à l'objet, tu le captes dans des hyperboles de ses lettres. Toi seul, tu es le plaisir, le tourment de ma vie. Aujourd'hui, mourir sans être aimé de toi, mourir sans cette certitude, c'est le tourment de l'enfer, c'est l'image vive et frappante de l'anéantissement absolu. Cela laisse entendre, dis-tu, quelque chose d'une mélancolie. Et tu en as reparlé là tout à l'heure, que tu repères aussi précisément après la mort de son père, dans ce que tu dis, accès mélancolique caractéristique, où l'ombre du défunt, l'ombre de l'objet tombe sur le moi, reprenant donc l'expression de deuil et mélancolie. À ces deux opérateurs, donc le roman familial, le complexe, ce complexe fraternel avec ses composantes là que tu délinais, comme j'ai dit, tu ajoutes donc ce troisième opérateur que tu tires de Freud, le nom Joseph, ou plutôt le prénom, signifiant Yosef en hébreu, comme en allemand, Joseph en français.
Et quand je te lisais, il chantait dans mon oreille, alors je ne sais pas si ça fera le même effet à tout le monde, mais « Osez, osez, Joséphine ». Pas mal. Osez, osez, Joséphine. Oui. Alors, c'est bon pour Napoléon. C'est moins bon pour Freud, naturellement. Hein. Cette assonance, donc, avec le signifiant de l'audace, ce même signifiant, donc, ose, qui se trouve décliné, en fait, me semble-t-il, dans deux des prénoms, donc deux, celle qui s'appelait, pour autant que j'ai cherché, Marie-Joseph. Ah oui, c'est Rose. son deuxième. Marie-Joseph Oui, Rose, oui. dite Joséphine, par son amant, fille de Joseph Gaspard de Tacher et de Rose Claire des Vergers de Sannois. La valeur donc de ton livre est de nous montrer comment ces trois opérateurs jouent pour produire chez Freud l'interprétation qu'il soumet. Donc, à partir de l'importance de ce prénom signifiant carrefour donc d'identification, parce qu'il est question, tu as parlé, alors bon, il faudrait creuser, bien sûr, on n'aura pas le temps là, mais de transfert, mais d'identification de Napoléon et de Freud lui-même. Alors, je ne reprendrai pas cette identification que tu as rappelée entre Freud et Joseph, mais je relirai quand même ta conclusion qui donne bien l'idée de la pointe de ton livre. Hein. Tu dis Freud acquiert la célébrité grâce à son interprétation des rêves, voie royale menant à la connaissance de l'inconscient dans la vie psychique. Tu cites la Traumdeutung. Et il écrivait à son propre propos, tu retrouves ce passage, « On aura été frappé par le rôle considérable que joue dans mes rêves le nom de Joseph, voire le rêve de l'oncle Joseph. Derrière les personnes qui s'appellent ainsi, mon moi peut se cacher, car Joseph est aussi l'interprète des rêves de la Bible. » Et c'est comme ça que tu peux conclure. C'est bien dans la zone d'un savoir inconscient que l'on ignore, mais que, si licite, on peut savoir, que la nomination complexe de Joseph, unique dans le corpus freudien, s'avère être un vecteur signifiant de la vie de Napoléon. C'est avec les yeux de Joseph, tu l'écris tellement bien que je veux l'offrir quand même à nos auditeurs, l'étranger qui acquiert sa suprématie en Égypte que Freud met en rapport l'identification de Bonaparte à la légende de Joseph et ses frères et l'expédition égyptienne. Alors, pour passer aux questions, quand même, puisque nous sommes là pour les questions, je dirais volontiers que l'on trouve dans tes pages une forme d'initiation à la psychanalyse avec l'histoire. Deux interrogations donc me sont venues, l'une à partir d'une réflexion concernant l'histoire de Claude Landemann, donc tout récemment sur le site de l'EPHEP, et il se demande donc, il nous demande, est-ce que la manière dont Lacan écrivait histoire, avec un Y, déplaçante, je le cite, aussi bien la question de l'hystérie, puisqu'elle quitte ainsi le lieu clos de la scène familiale pour le champ social, que celle de l'histoire, qui de son côté nous rappelle avec cette orthographe la dimension érotique qui se laisse entendre dans le discours tenu sur le passé, la mise en récit. Est-ce que cette écriture d'histoire HYSTOIRE ne nous met pas en garde? La manière dont tu montres à la fois le goût de l'histoire, c'est le titre de Claude Landemann de Freud, et l'éclairage qu'il jette sur les identifications et leurs effets, ne sert-elle pas cette mise en garde par rapport à l'histoire? L'autre réflexion, qui est un peu dans la même orientation, m'est venue à partir du commentaire que tu fais aussi, tu l'as rappelé, de la lettre à Romain Roland, un trouble du souvenir sur l'Acropole. Eine Erinnerungsstörung über Akropolis, et le parallèle qu'il fait, donc, tu l'as cité, entre, je lis le texte de Freud parce que c'est plus beau que ce que je dirais, Napoléon Ier, le jour de son couronnement à Notre-Dame, ne s'est-il pas tourné vers l'un de ses frères, je crois que c'était Joseph, l'aîné, en disant qu'en dirait monsieur votre père, monsieur notre père, s'il pouvait être ici et nous voyait. Et Charles Melman, donc, commentait le fading de Freud. Bon, il a commenté plusieurs fois, mais oui. Il le commentait donc dans une conférence
de 2019 sur la névrose de Freud. Il commandait Il commente ça. Alors, je vais te dire quoi. Merci. Il commentait donc le finding de Freud en ce lieu. Toi, tu dis malaise, culpabilité inconsciente. Charles Melman disait, bon, à sa manière, est-ce que ça lui fera plaisir au père, cette réussite, ou est-ce qu'il ne la vivra pas également comme un parjure? Et c'était donc là qu'il allait du côté du transfert, de la question du transfert, justement. Il évoquait à cet endroit la résolution du transfert, autrement dit la levée de cette charge de culpabilité à l'endroit d'un père singulier, qui est dans le texte de Freud. Il insistait sur comment Lacan s'est constamment méfié, pour des raisons de structure, de penser que la guérison pouvait être là, dans la résolution du transfert, autrement dit la levée de cette charge de culpabilité à l'endroit d'un père singulier. C'est constamment méfié de ce qu'il y aurait là le salut, dans le message authentifié, identifié qui venait de l'autre. Et il ajoutait, si Freud effectivement a été guidé dans son élaboration par sa phobie d'aller à Athènes, que tu redis, d'aller à Rome, bon, on ne va pas revenir sur les éléments de cette phobie, il lui a, disait-il, donné une conclusion dont on peut dire que par la reconnaissance du défaut constitutif essentiel que représente la castration, Freud a bien vu ce qui est la difficulté, que justement il n'y a pas de « un » là pour en être l'insigne. La seule chose qu'il y a, ce qu'il y a d'universel, c'est la reconnaissance à l'endroit de ce trou irréductible dans l'autre, d'un « un » en tant que barré. Et si chacun veut bien faire le petit effort, c'est là que je voulais arriver à propos de l'histoire, le petit effort supplémentaire, comme l'a fait Freud, de reconnaître cette barre sur le 1, et donc de ne pas se perdre dans ses fantaisies identitaires, eh bien, il n'est pas impossible que la psychanalyse ne soit pas, il a fait un lapsus, je ne sais pas si ça a été bien retranscrit, mais il n'est pas impossible que la psychanalyse ne soit pas davantage que simplement un sport ou un plaisir de salon. Il n'est pas impossible que la psychanalyse ne soit pas que simplement un sport ou un plaisir de salon. Enfin bon, est-ce que votre livre, Catherine, ne nous permet pas aussi de partager cet espoir? Merci beaucoup. Je ne sais pas si je vais répondre aux questions, mais en tout cas, parce que j'ai l'impression que dans vos questions, il y a déjà les réponses. Mais bon, parce que vous avez des questions aussi? Oui. Ah bon, oui. Parce que Julien a des questions aussi. Écoute, je ne sais pas très bien. Je crois que ça m'intéresse beaucoup ce que vous venez de me dire là. Mais quelle question en fin de compte précise vous aimeriez que je réponde vraiment, parce que là... Quelle est la vertu de l'histoire telle que tu nous la rapportes à travers ce rapprochement entre ces deux personnages que sont Freud et Napoléon? Je sais pas si... J'en fais pas d'une thèse. Non, c'est vrai. J'ai été conduite vraiment par hasard. Je ne sais même pas ce qui m'est venu... parce que j'avais lu X fois la correspondance, cette grosse somme de correspondance. J'avais lu ces 3 pages de Freud, mais comme je ne m'intéressais pas du tout à Napoléon, ça ne me parlait pas. Et c'est au retour de Londres, j'avais été au musée Freud, j'avais à nouveau la correspondance, et j'ai relu cette lettre, et il y a quelque chose qui m'a intéressé, c'est vraiment, je l'avais oublié, et je crois que je suis sincère quand je dis ça, c'est que je voyais absolument pas l'intérêt de cette interprétation par rapport à une histoire que je ne connaissais pas. Et là, il y a quelque chose qui m'a complètement échappé. Tu vois, donc je peux même pas en faire une thèse ni revendiquer quoi que ce soit. Et quand j'étais avec les Napoléoniens, j'étais assez
j'avais une certaine appréhension parce que eux, ils ne supportent pas qu'on interprète Napoléon, hein, ils veulent pas de psychanalyse là-dessus. Donc, moi, je voulais pas prétendre non plus. Je veux pas, tu vois, j'ai pas de prétention par rapport. C'est comme une espèce de. Mais ton livre c'est passionnant, comme. mais les questions peuvent se poser. Mais je comprends ces questions puissent se poser. Je me dis, dans une période aussi grave que celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il est certain que Freud, qui mêle le mythe ou la légende, je ne sais pas, ou l'histoire de Joseph et du fratricide, je trouve que ça résonne. Enfin, pour moi, ça a une résonance extraordinaire. De la même façon que l'exil, tout ce qu'il dit, les quelques phrases qu'il dit sur l'exil, se séparer de sa peau, de sa langue, c'est comme se séparer de sa peau. Voilà ce qu'il dit. Ah, il dit des choses qui, je trouve, d'une actualité toujours là, sans qu'on essaye d'en faire une théorisation, mais simplement des flashs comme ça qui sont extrêmement touchantes, qui m'ont touché, je dois dire, hein. Ces deux êtres, alors que j'étais plutôt une familière de Freud, pas de Napoléon, ils m'ont touché vraiment dans ce côté tragique de leur existence. Je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui m'a vraiment... Et qu'ils ont assumé, de la même façon qu'ils ont assumé leur fin de vie, l'un comme l'autre, enfin, avec une espèce de lucidité et de vérité extraordinaire. Alors, je ne peux répondre que comme ça. Parfait. Hein? Julien, si vous voulez poser vos questions. On m'entend là ? Oui. Écoutez, je voudrais d'abord vous remercier pour ce travail absolument passionnant qui nous permet de redécouvrir donc, un pan extraordinaire de l'histoire de France par le biais donc, de la vie de Napoléon, dont vous reconstituez le roman familial et puis le destin, à entendre des deux manières que vous avez évoquées tout à l'heure, de façon tout à fait convaincante, éclairante et vraiment passionnante. Alors, j'avais d'abord envie d'insister sur la méthode que vous suivez. Vous menez donc un véritable travail de lecture, en même temps qu'un travail d'écriture, un travail que vous nommez une enquête, et qui n'est pas sans rappeler celui de l'archéologie, qui est une discipline chère à Freud, évidemment. Alors, tout commence pour vous en territoire étranger, en Angleterre. À l'occasion d'une visite au Freud Museum, vous revient à l'esprit une lettre que Freud avait adressée à Thomas Mann, donc je ne vais pas reciter puisque vous l'avez fait dans votre présentation. Et donc voilà, c'est au déchiffrage de cette lettre que votre travail nous convie, presque phrase à phrase, puisque vous placez certaines phrases en exergue de différents chapitres, avant d'en déplier à chaque fois les implications de façon très rigoureuse et vraiment passionnante. Donc c'est donc un travail au plus près de la lettre qui constitue le fil rouge de votre lecture, l'épisode de Joseph et ses frères dans la Genèse, le roman Joseph en Égypte, offert par Thomas Mann à Freud, la fameuse lettre de Freud, la vie de Napoléon, telle que ses propres lettres et son mémorial de Sainte-Hélène la retrace, etc. Il y a donc quelque chose dans votre travail d'une écriture en palimpseste. Votre texte se superpose aux textes qui l'ont précédé, comme une invitation à continuer le travail de notre côté, en étant attentif, comme vous le dites dans l'épilogue, aux, je cite, « manifestations de l'inconscient qui insistent, en attente d'être reconnues par un psychanalyste ». Ma première question est donc la suivante, puisque nous sommes ici dans une école pratique de psychopathologie. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'un psychanalyste est avant tout un lecteur ? Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'un lecteur devient un interprète ou un devin, comme vous le disiez tout à l'heure, comme Freud lui-même l'a été par rapport à la vie de Napoléon Ier, et comme vous l'êtes par rapport à ce qui faisait question pour Freud. Et en vous écoutant, m'est venue peut-être une ébauche de réponse, est-ce qu'un psychanalyste devient interprète au moment où il commence à écrire ? Oh. C'est ma première question. Oui. Alors, moi je me suis surprise
a considéré que l'interprétation venait de l'interprétation. Comment dire ? Que, en fait, c'est l'interprétation qui est sujet. Il m'est venu cette formule, dont je ne sais pas très bien jusqu'où, qu'est-ce qui m'a... Mais j'ai vraiment l'impression que c'est l'interprétation qui est sujet. Parce que Freud passe d'une lecture donc de Joseph, et puis il a lu aussi évidemment la Bible hébraïque, mais il est parti dans une espèce de fantaisie, je dirais, romanesque, parce que lui il était aussi avec son histoire de Moïse. Tout ça est parti pour lui. Je crois qu'il l'a pas. C'est pas un texte théorique. D'ailleurs, c'est pas inclus dans un texte théorique. C'est peut-être ça aussi qui m'a intéressé, c'est que il n'en fera pas en effet un texte théorique mêlé à ses autres écrits, mais un coup de fouet pour l'ancien charpentier, c'est-à-dire une excitation vraiment du désir, je dirais, de Freud, étonnante, parce que je découvre qu'il n'a jamais pensé qu'à ça. Finalement, Napoléon, il n'était pas particulièrement un fanatique de Napoléon, c'est pas la question. Il a quelques formules quand même qui font de lui un génie assez extraordinaire, qu'il a un certain, évidemment, qu'il considère comme un génie, mais en même temps, il dit des choses... il dit qu'il est brutal, etc. quoi. Il n'est pas un fanatique de Napoléon, loin de là. Mais quelque chose, là, pour lui, l'a dépassé, Freud. Il ne savait pas qu'il allait, je dirais, inventer ce rapport-là, parce que lui-même est dedans et à l'extérieur. Et c'est vraiment ce que, quand je dis une bande de Mobius, c'est qu'effectivement, il y a un mouvement qui fait qu'on passe de l'intérieur à l'extérieur, et que c'est... ce qui est aussi saisissant, c'est ce jeu du destin. Pour Freud, c'est très important, évidemment, cette notion de destin, de sens donné à la vie, mais en même temps, c'est romanesque quand même, parce qu'il ne savait pas que c'est une Bonaparte qui allait le sauver. De la même façon que Napoléon ne savait pas qu'un Napoléon III, ce serait le petit-fils de Joséphine. Et c'est ça que je trouve le plus touchant et le plus troublant. Et c'est vraiment ce sur quoi d'ailleurs Lacan insiste quand il, à juste titre, quand il parle du complexe d'Oedipe et de la tragédie de Sophocle. C'est il ne savait pas qui est central et qui est à l'origine de la demande d'analyse, évidemment. Et ça m'a énormément touché. Voilà, je ne peux pas dire autrement que ça. Par ailleurs, le complexe fraternel, j'en ai fait une conférence, alors que je n'ai pas développé là, tu vois. C'est un autre texte que j'ai fait autour du complexe fraternel, parce que, en effet, j'ai trouvé qu'il était un peu trop, pas un peu trop, mais qu'il était de fait à l'ombre du complexe d'Oedipe, alors même que Freud, dans tous ces cas, y compris dans Schreber, qu'il découvre, c'est très intéressant ce qu'il dit à propos de Schreber, dans la correspondance avec Marie Bonaparte, il dit « Oui, je savais bien que c'était la mort de son frère, etc. » Donc, lui-même ne parle pas... Enfin, il parle d'un frère qui est mort, et il en parle très... comme étant quelque chose qu'a organisé pour lui un destin. Mais c'est ça que... Enfin, voilà. Je ne sais pas si je réponds aux questions. Oui, merci. J'ai toujours un peu l'impression. Mais cette dimension-là, justement, de désir est très palpable à la lecture du livre. Enfin, vraiment, elle passe... c'est vraiment passionnant. Et j'avais justement une question par rapport à ce que vous venez d'évoquer sur le complexe fraternel comme étant à l'ombre du complexe d'Oedipe. Puisque je voulais vous interroger sur cette notion donc peu commentée du complexe fraternel. En explorant le destin de Napoléon, vous montrez combien ce complexe fraternel n'est pas qu'une affaire individuelle, mais également une affaire politique. Oui. Et Freud, donc j'ai retrouvé cette citation dans Le malaise dans la culture, parle
Oui. la similitude du procès culturel avec le développement libidinal de l'individu. Ah oui, Donc oui, effectivement, il y a vraiment une coïncidence entre les oui, deux. oui. Il y a donc une homologie en fait, de structure entre le destin individuel d'un sujet et le destin collectif ou la formation de la culture, selon Freud. Ben oui, là, il y a eu vraiment... ça s'est effectivement soldé par des milliers de morts, hein, cette affaire. Alors, on pourrait dire que... Qu'est-ce qu'on pourrait dire que en effet, ce complexe fraternel chez Napoléon l'a engagé dans cette guerre d'Espagne où moi je ne reconnais pas ce que Napoléon était quand il était Bonaparte jeune, par exemple, qui était pour la fierté du nationalisme corse, qui défendait contre son père, qui était un courtisan de la cour française. Et là, ce nationalisme espagnol, il l'a complètement bafoué. Et il était un autre. Et c'est Joseph qui a mal géré cette affaire, alors qu'il l'a mis roi d'Espagne, et c'était une catastrophe. Alors, on voit bien, je ne sais pas si on peut passer du singulier, de l'individuel au collectif, mais on voit qu'il y a quand même... C'est en ce sens que les psychanalystes n'ont pas forcément à interpréter tous les mouvements historiques, mais quand même, on a notre mot à dire, il me semble, dans ces questions brûlantes, hein, que nous vivons et que nous continuons à vivre. Hein. Alors, vous faisiez le lien tout à l'heure entre l'époque contemporaine et l'époque napoléonienne, enfin, l'époque d'après la Révolution française. Donc, effectivement, il y avait des conflits fratricides entre les Chouans, les royalistes et les jacobins. Pourtant, j'ai trouvé que sur des faïenceries de Nevers de 1793, on pouvait lire des devises révolutionnaires comme « Aimons-nous comme des frères, et ça ira ». Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais, d'accord. Ce qui m'a évoqué... C'est ça, donc, c'est ce qu'on souhaiterait. On souhaiterait. Hein. Moi, il y avait deux femmes là dans le débat, à la télévision, dans la grande librairie, oui. La libanaise et puis Orveller. Et ça n'a pas pu vraiment Enfin, ça n'a pas pu faire une dialectique, un travail. Chacun est resté, bien entendu, sur sa blessure. Hein, bon. Et le fraternel, on peut souhaiter, mais les écoles d'analyse sont quand même souvent des ruptures. Hein, on fait passer ça, c'est pas faux, mais moi je trouve qu'on fait passer ça sur des points de vue théoriques, ce qui n'est pas faux, hein, ça c'est certain. Mais enfin, on voit bien, entre Lacan et Nacht, hein, en 1953, bon, c'était quand même deux frères sur l'un avait fait, bon, d'abord ils avaient le même analyste, sauf que Lacan, Loewenstein y avait été plus longtemps en analyse que Nacht, et Nacht voulait se prévaloir du fait qu'il avait été sur le divan de Freud. Donc il y avait là une rivalité par rapport à Freud, alors que Freud disait, Nacht, il l'a dit d'ailleurs, j'ai rien compris de ce qu'il m'a dit. Il parlait allemand, mais j'ai rien compris de ce qu'il me disait. Donc il l'a envoyé à un autre analyste. Alors, bon, ce que je veux dire, c'est qu'on voit bien qu'il y a un frotti-frotta, là je dirais. Il y avait les femmes entre eux aussi. Et bon, ça a fait scission, en effet, pour l'analyse laïque. Donc c'était très fondé, cette scission. Mais on ne peut pas méconnaître dans j'entendais, c'est pour s'amuser, en fin de soirée. D'abord, je vous remercie. Vous avez vraiment été très au-delà de ce que j'avais écrit, je trouve, dans les analyses que vous en avez faites et ce que vous en avez tiré. Mais peut-être des étudiants souhaitent peut-être, poser des questions. Oui, voilà. Si vous avez... oui. Soit à distance, soit ici. Des étudiants ou des non-étudiants. Non.
Non, parce que Catherine Dolto, que j'ai écoutée récemment, qui est venue à l'ESPF, Patrick Guillemin n'est pas là ce soir, il en était malade de ne pas être là, mais parce que pendant 1 mois, il est parti en Asie. Donc il est très loin, mais il est là auprès de nous néanmoins. Cela dit, elle était là et elle disait « Oh, je ne suis pas devenue psychanalyste parce que je ne sais pas ce qu'ils ont, les psychanalystes, mais ils n'arrêtent pas de se fâcher entre eux. » Et elle disait « Quand on était enfant, on allait, vous étiez là, hein, on fréquentait, on s'attachait aux gens qui étaient là, et des amis, et puis après, on les revoyait plus. » Parce qu'il y avait une autre scission et on ne la voyait plus. Et effectivement, il y a quand même du fraternel dans je trouve, dans ces concurrences. Je crois qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas éliminer, la concurrence. Mais Lacan redéfinit la fraternité, j'ai trouvé ça dans Au pire, où il dit que la fraternité, ça pourrait aussi consister à reconnaître que nous sommes tous fils du discours. Voilà. Il dit. Ce serait ça. Je pense qu'il y a un peu de ça, parce que sinon on ne serait pas là, nous, quand même. Mais on est tous fils et frères de... C'est pas vraiment une question, mais j'ai bien compris que le complexe fraternel, vous en avez parlé comme un complexe de l'intrusion. C'est Lacan qui parle ça de Oui, ça, parce que c'est le mot de Lacan, mais ça vient de Freud. Parce que j'ai trouvé le mot intrus chez Freud. Cet intrus. Je l'ai d'ailleurs cité, je crois, dans ce livre. Bon, ça me parle dans mon histoire personnelle. Je ne vais pas l'étaler, mais c'est très juste. Vous pouvez parler un peu plus fort ? Et je crois qu'il n'est pas branché, votre... Voilà. Non, je disais, ça me parle de mon histoire personnelle, que je ne vais pas étaler là, mais ça me semble très juste. Le frère est un intrus. Voilà. Il n'a pas lieu d'être. Oui. Alors, écoutez, quand j'ai fait ma conférence sur le complexe fraternel, chacun y est allé de sa propre expérience et a confirmé ça. Donc, peut-être qu'il y a un livre que je devrais écrire sur l'intrus, mais tout le monde avait quelque chose comme ça à dire. Ce qui ne veut pas dire que Freud a réservé la possibilité de transformer son intrus en copain. Mais ça se fait pas forcément. Hein. Et l'intrus, c'est l'intrus. Alors là, la bataille des intrus, on pourrait dire qu'on l'a sur LCI constamment, avec cette histoire meurtrière qu'on voit tous là, entre des fratries. Hein. Ils parlent la même langue, ils sont... Et là, on peut pas céder, quoi. C'est pas possible de céder, parce que il y a l'intrusion de l'autre auquel on peut pas céder là-dessus. Bon. Hein ? Écoute. Oui. Enfin. Nous allons nous arrêter là, oui. peut-être, pour ce soir. Oui. Si vous voulez bien. Et te remercier. C'est moi qui vous remercie, vraiment. C'est très sympathique, ça m'a fait très plaisir.